Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a désigné son nouveau chef d'état-major. Il s'agit de Achafgi Ag Boada. Il succède à Cheikh Ag Aoussa, assassiné à Kidal le 8 octobre dernier. Suspension des travaux de lotissement au Bénin, une décision qui alimente les débats, mais justifiée par le gouvernement par la nécessité d'assainir le cadastre national. Et la saison 2016-2017 de football a débuté ce mardi en Guinée équatoriale, une saison marquée par des réajustements en vue de la professionnalisation de ce sport. Le chef d'état-major du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, Cheikh Ag Aoussa, a été assassiné à Kidal le 8 octobre dernier. Il était l'un des plus importants chefs militaires des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Mardi 25 octobre, le groupe a tenu un conseil supérieur de la défense près de Kidal, au cours duquel son successeur a été officiellement mis en place. Diarandiaï, commenté par Mélina Bogassa. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad se réorganise au Mali. Achafri Haj Boada, bras droit de Cheikh Haj Aoussa, succède à son mentor assassiné le 8 octobre 2016. Mardi 25 octobre, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a tenu un conseil supérieur de défense près de Kidal, au cours duquel le successeur de Cheikh Haj Aoussa a été officiellement mis en place. On choisit des gens qui sont issus de la famille noble qui est très proche de la famille Ifogast de Kidal. Donc c'est toujours soit des gens qui sont issus directement de la famille qui sont choisis, soit des gens qui ont des relations matrimoniales avec eux. Autant simplement vous dire que ce sont des proches qui sont choisis parce qu'on est quand même dans un système un peu féodal, quoi. Qui n'est pas tout à fait démocratique. Né à Tessali, âgé de 49 ans, Achafri Haj Boada est un Touareg de la fraction Imrad Irejanata, une tribu guerrière de la région de Kidal. Le choix d'Achafri Haj Boada est donc très symbolique et politique selon de nombreux observateurs. C'est pas lui qui détient le monopole de la décision. La nature ayant horaire visible, il a été choisi pour occuper la place. Mais ce n'est pas une figure centrale des différentes rébellions, parce que c'est un personnage assez méconnu, contrairement en fait, aux autres qu'on connaît et dont on entendait parler, qu'on voyait un peu. Donc, je pense qu'il va d'abord juste occuper une fonction honorifique. Et puis, peut-être au fil du temps, il pourra avoir sa marge de manœuvre, mais pour le moment, ça ne va pas changer grand-chose. C'est dans ce contexte que l'application des accords d'Alger tente toujours de se mettre en place. Le climat n'est certes pas apaisé totalement, mais les groupes armés ont enfin déposé des listes complètes de leurs combattants. Les autorités intérimaires devraient être installées entre le 1er et le 10 novembre dans la région de Gao. Des dates acceptées par toutes les parties, même si ces derniers jours, quelques tensions ont vu le jour au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad. Des groupes politico-militaires estiment en effet ne pas être assez bien représentés par les autorités intérimaires. La Mauritanie prépare plusieurs révisions constitutionnelles. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a récemment démenti une nouvelle fois vouloir réviser la constitution pour s'ouvrir la voie à un troisième mandat. Mais certains membres de l'opposition émettent des doutes, à l'instar de l'ancien chef d'État Eli Ould Mohamed Val Diarandiaï. La question d'un troisième mandat présidentiel plane toujours sur le débat politique en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Abdelaziz s'est engagé à ne pas toucher à l'article qui l'empêche de se présenter à un hypothétique troisième mandat en 2019. Pour autant, les questions centrales autour de cette polémique ne semblent pas avoir trouvé de réponse définitive selon l'opposition. Alors, il y a un double jeu dans cette affaire parce que depuis 3 mois, je dis bien, il a fait un discours dans la localité est qui s'appelle Nema et il a annoncé sa volonté de créer une nouvelle constitution. Immédiatement, il s'est enclenché une campagne inédite avec le ministre de la Justice, avec le ministre de l'Information, avec le Premier ministre, qui même jusqu'au devant le Parlement, sont venus pour dire une constitution n'est pas une constitution sacrée. L'apaisement du climat politique reste difficile dans le pays. Du côté de l'opposition, le doute persiste
Eli Ould Mohamed Vall, ancien président mauritanien, soupçonne un volte-face de l'actuel chef de l'État. Je crois qu'il a tenté pendant 2 mois, 3 mois de faire le forcing et d'essayer de faire un dialogue à partir duquel il peut légaliser le fait de revenir sur les institutions. Malheureusement, l'opposition totalement mauritanienne a rejeté toute perspective dans cela, et même les partis de l'opposition qui ont participé à ce monologue quand le débat a été introduit par le parti État, ils l'ont rejeté et ils ont menacé de se retirer définitivement s'ils ne retiraient pas cette proposition-là. Eli Ould Mohamed Vall, artisan de la transition démocratique en Mauritanie, se pose en farouche adversaire du régime mauritanien. L'ancien chef d'État ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle candidature à la présidentielle en 2019. Selon lui, il est d'abord urgent de trouver une solution politique afin d'identifier un projet de société ainsi que les instruments de sa mise en œuvre pour amorcer une transition politique transparente et apaisée en Mauritanie. La Cour suprême de l'Angola a demandé mercredi au président José Eduardo dos Santos de fournir des explications sur la nomination de sa fille à la tête de la Société nationale de pétrole, Sonangol. L'annonce de la plus haute juridiction du pays fait suite à une plainte déposée par un groupe d'avocats angolais contre le chef de l'État. Les avocats ont également lancé une pétition pour contester la nomination d'Isabel dos Santos en juin dernier. Au Bénin, le gouvernement a suspendu sur toute l'étendue du territoire national les travaux de lotissement, une décision qui suscite des réactions dans l'opinion publique. Mais les autorités estiment que le processus est nécessaire en vue de l'élaboration des nouveaux documents cadastraux. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. La suspension des travaux de lotissement sur toute l'étendue du territoire national au Bénin continue d'alimenter les débats. Cette décision gouvernementale est rendue publique au thème du Conseil des ministres du 12 octobre 2016. Objectif, mettre en place le cadastre national. Pour de nombreux experts, cette mesure est salutaire et favorise la lutte contre l'insécurité foncière qui perdure depuis plusieurs décennies. De loin, j'observe que dans un premier temps, c'est pour lutter contre l'insécurité foncière. Et lorsque vous luttez contre l'insécurité foncière, je crois que vous assurez un mieux-être à chacun des Béninois et à chacune des Béninoises. Parce que, comme je le disais tantôt, chacun de nous veut avoir un lopin de terre. Moi, j'ai vu des retraités au soir de leur vie en train de traîner encore des dossiers de recasement. Au soir de leur vie. Parce qu'il y a des communes dans lesquelles des lotissements ont fait plus de 30 ans. Jonchés d'irrégularités. Jonchés d'irrégularités. Parce que la loi dit, avant d'aller vers le lotissement dans une localité, il faut l'immatriculer. Il faut déclarer la localité d'utilité publique. La plupart du temps, cela ne se fait pas. Plusieurs irrégularités s'observent dans le secteur du foncier. Il s'agit entre autres de la non-uniformisation des coefficients de réduction qui peuvent varier d'un lotissement à un autre dans la même commune, de la violation des règles de procédure, de la non-budgétisation des comptes de lotissement dont la gestion échappe totalement à l'administration. Tous les acteurs doivent pouvoir comprendre et se mobiliser et soutenir le gouvernement. Les populations, surtout, c'est dans leur intérêt. Parce qu'il faut de la transparence, il faut de la clarté dans les opérations d'urbanisme, dans les transactions. Et c'est tout ça qui concourt à la sécurité du foncier. Quand j'achète ma parcelle, je dois pouvoir être confiant. Je dois pouvoir retrouver facilement ma parcelle. Ma parcelle doit être codifiée, doit être sécurisée. À travers l'élaboration du cadastre national, le gouvernement entend doter le Bénin de l'ensemble des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres. Cela va permettre d'assurer et fiabiliser la représentation cartographique de l'ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de priorité. Les travaux démarreront en 2017 avec l'assistance de partenaires identifiés. Du sport et l'ouverture de la saison 2016-2017 de football en Guinée équatoriale. Et avant le championnat, place à la Coupe de la FEGIFOOT, l'occasion de tester les nouveaux aménagements et réajustements mis en place en vue de la professionnalisation du football dans le pays. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Démarrage de la saison de football 2016-2017 en Guinée équatoriale. Objectif de cette saison, la professionnalisation du championnat. Une saison qui démarre également en trombe avec la Coupe de la FEGIFOOT. Lo que queremos conseguir cuando decidimos instituir este campeonato del torneo de
Notre objectif en mettant en place une coupe à l'entame de la saison est simple. Nous voulons que les équipes qui participent au championnat soient rodées. De même, nous avons des clubs qui vont participer aux compétitions internationales. Au cas où les championnats commencent en retard, ce tournant pourra permettre à ce que le joueur soit prêt conformément aux engagements internationaux que nous avons. Pour ce début, il a fallu procéder à des réajustements des instances et des clubs. Par exemple, les clubs doivent se mettre à jour vis-à-vis du ministère des Sports et vis-à-vis des ligues auxquelles ils sont affiliés. Chaque joueur doit désormais avoir un contrat en bonne et due forme. Autre nouveauté cette saison, le sponsoring des tournois de la FEGIFOOT par des entreprises locales dont l'accord a été signé ce mardi à Malabo. Notre priorité est de travailler avec la FEGIFOOT parce qu'elle a un fort impact. Je pense que beaucoup de jeunes possèdent des talents pour jouer au football. Nous commençons avec la FEGIFOOT et pourquoi pas avec d'autres fédérations plus tard. Ces efforts de professionnalisation du football sont salués par des observateurs qui notent une volonté d'offrir au football équato-guinéen un avenir radieux. Ces efforts sont dignes d'éloge car ils apportent beaucoup au moral des clubs. Par exemple, quand le championnat est appuyé financièrement par des entreprises, cela donne le signal selon lequel tout le monde peut s'impliquer. C'est une première. Une trentaine d'équipes a confirmé sa participation aux différentes compétitions de la saison 2016-2017. Les premières rencontres auront lieu ce samedi 29 octobre pour le grand bonheur des amoureux du football en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.